Bonjour, mon invité aujourd'hui est Marianne Perrondoise qui dirige l'Observatoire de l'Indo-Pacifique à l'IRIS. Bonjour Marianne. Bonjour Pascal. Alors on parle de plus en plus, l'Indo-Pacifique est à la mode. Comment définir ce nouveau concept géopolitique et est-ce que ce concept est si nouveau que cela? Alors effectivement, il n'est pas si nouveau que cela. On en parle beaucoup et on a l'impression d'une redécouverte en fait de l'Indo-Pacifique ou du moins de l'Asie. Car ce que je trouve intéressant en fin de compte dans le concept tel qu'il se présente, c'est ce qu'il recouvre géographiquement et que tout le monde implicitement comprend, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Indo-Pacifique, immédiatement il y a peut-être une carte avec des contours un peu confus, mais du moins on y voit l'océan Indien et on y voit le Pacifique. Et donc la réalité géographique s'impose du moins dans l'essentiel, puisque en fait, et on le verra, les frontières de l'Indo-Pacifique diffèrent selon les personnes qui l'invoquent, à commencer par les États riverains et d'autres qui s'en réclament. Mais grosso modo, on a quand même l'impression que c'est une façon de mobiliser l'Asie ou de déconstruire l'Asie pour lui substituer une nouvelle appellation, une nouvelle projection. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi ce concept fait disparaître l'Asie, alors que très clairement, il renvoie à ce qui est traditionnellement dans nos esprits l'image de l'Asie. Donc l'Indo-Pacifique, c'est l'Asie revisitée? C'est l'Asie revisitée, où on insiste apparemment sur la partie pacifique, puisque elle nous est restée. Et je renvoie effectivement à cette appellation traditionnelle post-Seconde Guerre mondiale d'Asie-Pacifique. Mais la partie Asie a été finalement gommée au profit de cet Indo, sur lequel on peut s'interroger, parce qu'au fond, est-ce qu'on parle de l'océan Indien ou est-ce qu'on parle de l'Inde? Et est-ce qu'on aurait voulu mettre davantage en avant l'Inde dans cette nouvelle représentation de l'Asie? Et pourquoi? Et j'ai un peu la tentation d'aller un peu vite en besogne et de dire qu'il me semble qu'on cherche à rééquilibrer une Asie où l'Inde aurait peut-être toute sa place pour peut-être contrebalancer la puissance asiatique par définition qui est la Chine. Donc en fait, l'Indo-Pacifique, c'est l'Asie-Pacifique, mais grosso modo, on fait monter l'Inde pour masquer la Chine. Et on insiste sur la partie pacifique qui est par définition un territoire, un espace américain. Donc ce rééquilibrage, il est absolument intéressant. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'explorer plus avant et voir qui se réclame de l'Indo-Pacifique. Et on y voit très vite, évidemment, les États-Unis, le Japon, l'Australie, mais aussi l'Inde, qui a été mise en valeur et qui voit reconnaître une forme de prééminence, en tout cas par le biais de cet océan dont elle estime que c'est son précaré. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a au chevet de cet Indo-Pacifique ou de cette nouvelle Asie 4 démocraties maritimes, puisque je renvoie quand même à un espace où il y a une dominante maritime. Et cette dominante maritime, elle renvoie à des préoccupations stratégiques, des préoccupations économiques, des préoccupations politiques. Nous avons 4 grandes démocraties maritimes marchandes, dont la prospérité est attachée à la stabilité de la zone, au grand flux, à la sécurisation de grandes voies de communication maritime. Donc on sent se dessiner autour de cette construction un certain nombre de préoccupations. Et on se demande si dans l'esprit en fait de ces puissances tutélaires de l'Indo-Pacifique, il n'y a pas le sentiment d'une forme de vulnérabilité, d'une forme de menace, effectivement, qui tient à la nature maritime même de cette construction. Et là, Pascal, je reviens encore à la Chine. Vous parlez de l'Inde, de l'Australie, du Japon, des États-Unis, donc le Quad, cette coalition qui a été montée et qui a une connotation containment par rapport à la Chine. Mais comment expliquer que la France reprend à son compte cette terminologie et même veut se doter d'une stratégie indo-pacifique? Est-ce que c'est uniquement la duplication de stratégie américaine ou est-ce que c'est autre chose?
Alors là, on est dans cette vision qui en fait est plurielle de l'Indo-Pacifique, puisque au-delà de ces quatre puissances que j'ai mentionnées et qui ont été les premières en fait à essayer de conceptualiser cette notion d'Indo-Pacifique, à commencer par le Japon, suivi par l'Australie, avec une administration Trump qui a effectivement suivi et qui trouvait intérêt à conceptualiser une problématique effectivement de containment autour de la Chine et peut-être à vocation économique en ce qui concerne Donald Trump. Et puis donc l'Inde qui a suivi avec un certain nombre de réticences, mais il y a d'autres puissances qui se réclament effectivement de l'Indo-Pacifique, dont la France, mais qui ont une vision très très différente et qui abordent cet Indo-Pacifique en tant que puissance résidente, qui se voit peut-être reconnaître une place qu'elle a peut-être revendiquée pendant des années avec difficulté, mais qui, à travers ce concept, devient plus évident, parce qu'au fond, elle peut dérouler ses territoires, elle peut s'appuyer sur des choses très très concrètes, des frontières, une population, et des moyens bien présents, bien visibles dans la zone. Et donc, elle a pu trouver satisfaction à voir reconnaître sa présence dans l'espace asiatique à travers ce concept d'Indo-Pacifique, qui d'ailleurs met l'accent sur l'importance de cet environnement. Et je pense que son statut de puissance influente, y a trouvé matière à s'affirmer davantage. Et il n'est pas étonnant finalement que la France ait beaucoup réfléchi à conceptualiser son approche indo-pacifique, puisque au fond, lorsque l'on regarde l'ensemble des documents qui déroulent cette stratégie, vous avez des documents issus du ministère de la Défense, et d'ailleurs ils ont été les premiers à formaliser une stratégie, suivie par le ministère des Affaires étrangères, qui a d'ailleurs ajouté un certain nombre de modifications à un document d'origine qui a été, je dirais, amendé en revenant sur les partenariats de la France. Donc on voit que finalement ce concept a beaucoup mobilisé les cercles politico-diplomatico-militaires français et à juste titre leur a permis d'expliquer davantage et de légitimer peut-être la présence française et les ambitions françaises dans la zone. Mais est-ce que pour la France, il s'agit également de contenir la Chine, de parler d'Indo-Pacifique? Est-ce qu'il y a une vision différente de l'Indo-Pacifique de Paris et de Washington? Elle me paraît très différente. Déjà dans l'affirmation ou les grands axes de la stratégie, où la France insiste énormément sur le multilatéralisme, ou en tout cas dans les documents qui ont été publiés, elle ne se positionne pas d'une façon trop vive vis-à-vis de la Chine, où elle parle de coopération, où elle a un certain nombre, je dirais, de préoccupations qui mettent plutôt l'accent sur des coopérations traditionnelles, puisqu'on retrouve des partenaires comme le Japon, comme l'Australie ou les États-Unis, mais où au fond, la France rappelle son attachement à la règle de droit. C'est quand même le fondement de toute façon de tout pays, de toute puissance qui se réclame de l'Indo-Pacifique. Il y a un rappel de la règle de droit, éventuellement du droit de la mer, de la liberté de navigation, et le souci de ne pas, je dirais, organiser une forme de coalition, un axe, cette volonté d'inclusivité qui là aussi est un concept que l'on retrouve dans beaucoup de stratégies, et en premier lieu dans celle de la France, et qui a d'ailleurs inspiré la stratégie de l'Union européenne, qui reprend un certain nombre de grands thèmes propres à la France et qui déroule une vision globale, coopérative et très inclusive. Est-ce que la France a les moyens de sa politique dans le Pacifique? C'est une zone immense. Est-ce que la présence navale ou la présence politique française est à la hauteur de la zone et des enjeux? Alors bien sûr que cette zone est très vaste et les moyens militaires de la France, pour l'essentiel, sont dans la métropole, autour de la métropole.
Bien sûr, il y a des moyens qui sont déployés dans la zone, des moyens de souveraineté pour non seulement protéger le territoire français, protéger la population, les intérêts français, que ce soit autour de la Réunion, dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, pardon, en Polynésie française ou à Nouméa. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une interrogation sur la capacité de la France à répondre à ses besoins propres de sécurité, à contrôler les très vastes espaces maritimes qui découlent de ses possessions et à honorer les partenariats, les coopérations militaires très nombreuses qu'elle a dans la zone. Et la France peut mobiliser effectivement des moyens qu'elle déploie régulièrement en provenance de la métropole, parce qu'effectivement, les moyens qu'elle a sur zone ne sont pas suffisants. Et donc, elle compte vraiment sur des patrouilles régulières, des missions du Charles de Gaulle, par exemple, notre porte-avions, des transits des déploiements, pardon, des missions assez traditionnelles du groupe École Jeanne d'Arc. La France peut organiser la patrouille d'un sous-marin. Je fais allusion à la longue mission de présence de la Perle, du sous-marin La Perle, pour être très très précis. Donc en fait, elle est bien consciente d'une certaine forme de vulnérabilité, tout en travaillant ses capacités de projection de force, de projection de puissance à partir de la métropole, de façon à rester crédible face à ses partenaires et face à des engagements et à un certain niveau d'entraînement avec notamment les 4 puissances maritimes que nous avons évoquées et qui sont à l'origine du Quad. Alors, vous parliez de l'Union européenne. Est-ce que pour la France, est-ce que la France peut vraiment inspirer ou a inspiré la politique de l'Union européenne dans cette zone? Est-ce qu'il y a une forte influence française sur la politique européenne? Et est-ce que, si la France n'a pas tout à fait tous les moyens d'une présence, est-ce que l'Europe peut être un multiplicateur de puissance pour la France dans la zone Indo-Pacifique? Oui, je pense il me semble que c'est comme ça que la France a pu le voir lorsqu'elle a effectivement insisté pour que l'Union européenne précise sa politique, en fin de compte, en direction de l'Asie, puisqu'au fond, l'Union européenne a des échanges très, très réguliers, une politique spécifique de partenariat avec l'ASEAN, avec le Japon, avec un certain nombre d'autres pays de la zone. Et donc, cette stratégie indo-pacifique que la France a pu faire infuser au sein de l'Union européenne reprenait en concrétisant tout un ensemble de partenariats et d'ambitions propres à l'Union européenne, qu'on pouvait peut-être soupçonner d'être à dominante économique, et lui a ajouté une composante, je dirais, plus stratégique et plus sécuritaire. Une composante sécuritaire qui s'appuie effectivement sur la défense de l'ordre de droit, sur la défense du multilatéralisme, sur la défense de la liberté de navigation, et donc qui est un écho direct aux préoccupations françaises, comme aux préoccupations d'autres puissances européennes, qui elles aussi ont trouvé intéressant d'élaborer une vision ou des guidelines, comme l'on dit, des orientations sur l'Indo-Pacifique. Et là, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, sachant que finalement ces puissances ont aussi des relations bilatérales assez fortes avec l'ensemble à la fois des organisations régionales, mais des puissances de l'Indo-Pacifique. Alors, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, mais est-ce que c'est aussi une grande puissance maritime? Est-ce qu'ils sont présents et est-ce que, vous ne les avez pas cités dans le Quad, et donc quelle est leur... il y a eu l'ANCUS, quelle est la stratégie britannique de l'Indo-Pacifique? Alors c'est vrai que l'Indo-Pacifique a été une forme de planche de salut pour nos voisins britanniques qui ont claqué la porte donc de l'Europe et qui se sont redéployés avec des ambitions renouvelées vers un espace qui reste quand même un espace traditionnel de leur politique d'influence et qui est l'Asie. Et donc il y a eu je dirais, cet Indo-Pacifique tilt de nos amis néanmoins toujours britanniques en direction d'une zone où ils ont des intérêts assez marqués en termes de présence, en termes de diplomatie, en termes d'économie, et où ils peuvent effectivement se rapprocher de leur grand allié américain
notamment en participant, c'est vrai, au Quad, même si ça n'est pas une puissance qui à l'origine a, je dirais, créé le Quad. Le Quad s'est élargi, c'est une des ambitions de l'administration Biden que de sortir le Quad de cet entre-soi, de gommer cette coalition anti-chinoise qui est quand même ce que l'on reproche un peu au Quad, et d'essayer d'élargir des partenariats en y intégrant évidemment, donc nous parlons du Royaume-Uni, mais de la Corée du Sud, de Singapour, en invitant d'ailleurs la France à y être plus active. Donc c'est vrai que le Royaume-Uni est retourné vers l'Asie sur la base d'une vocation indo-pacifique où sa marine, effectivement, trouve à se déployer avec un certain succès, puisque c'est vrai que la présence navale britannique s'est accrue dans l'espace indo-pacifique depuis le Brexit, et notamment à la faveur de l'AUKUS, ce partenariat signé à nos dépens, il faut quand même le répéter, avec l'Australie, les États-Unis, et où, semble-t-il, le Royaume-Uni a pris quand même une part assez qui aboutit à l'annulation de la vente de sous-marins français à l'Australie, présenté auparavant comme le contrat du siècle. Comme le contrat du siècle, marginalisant et quelque part la politique et les ambitions indo-pacifiques de la France, et puis ce souci français de monter des partenariats ad hoc, justement, et cette ambition française de réunir dans une approche trilatérale l'Australie, l'Inde et elle-même, et ainsi de travailler sous un angle stratégique ou diplomatique à maintenir un certain nombre d'équilibres au sein de l'Indo-Pacifique. Et c'est vrai que cet AUKUS, finalement, a peut-être été une claque et a suscité des interrogations, puisqu'au-delà du contrat sous-marin, c'est peut-être certaines orientations de la politique française vis-à-vis de l'Indo-Pacifique et vis-à-vis de la Chine qui ont peut-être été interrogées et qui ont peut-être été indirectement nullifiées. Je pense qu'on reproche à la stratégie française une certaine ambiguïté dans son positionnement vis-à-vis de la Chine, alors que celle-ci se révèle être une menace croissante pour les intérêts de beaucoup de pays dans la région, et que ce discours trop consensuel, ou en tout cas jugé trop consensuel vis-à-vis de la Chine, a peu été apprécié par un certain nombre de partenaires qui ont trouvé que la France était peut-être un peu distante vis-à-vis d'alliés traditionnels, et je pense évidemment également aux États-Unis. Alors comment la Chine voit ces stratégies occidentales de l'Indo-Pacifique? Est-ce qu'elle pense que c'est une offensive générale? Est-ce qu'elle met dans le même panier la France, le Quad? C'est quoi l'Indo-Pacifique vu de Pékin? Alors l'Indo-Pacifique vu de Pékin, je pense que c'est un contre-narratif au grand projet chinois de Belt and Road, d'initiative de route de la soie. On va reprendre l'appellation la plus commune. Et donc elle y voit effectivement une nouvelle offensive ou cette réactivation d'une politique traditionnelle de containment de la part des États-Unis et de ses principaux alliés, dont le Japon, bien évidemment. Donc, elle est très critique vis-à-vis de cette vision indo-pacifique, qu'elle sent très clairement dirigée contre elle, et elle-même, finalement, n'hésite pas à chercher des appuis, à peut-être réorganiser à la faveur du conflit en Ukraine certaines relations qu'elle peut avoir avec la Russie, qui est quand même une puissance non négligeable dans l'Indo-Pacifique, et ce rapprochement finalement entre la Chine, qui est déjà ressentie comme une menace, et potentiellement ce rapprochement avec la Russie inquiète le Japon, qui a des revendications territoriales, des relations pour le moins difficiles déjà avec la Russie, et des relations effectivement très difficiles déjà avec la Chine. Donc on voit finalement à la faveur de cet Indo-Pacifique des recompositions, des réalignements, et le prolongement de certaines préoccupations de sécurité, je dirais, assez directes pour nous, Européens, trouver un impact non négligeable
sur ce territoire qui apparaît assez lointain. Et ça donne quelque part assez raison et ça conforte un certain nombre de discours sur le fait qu'il y a une connexion, une interpénétration, non seulement économique mais stratégique, entre l'Indo-Pacifique et le reste du monde, et notamment l'Europe. Alors, il y a l'autre géant dans la région, c'est l'Indonésie. L'Indonésie qui est courtisée à la fois par la Chine, par les États-Unis, par la France à un autre niveau. Comment se situe l'Indonésie dans ce contexte compétitif ? Alors l'Indonésie, avec beaucoup de finesse, a compris l'intérêt qu'il y avait à, je dirais, prendre pied dans l'Indo-Pacifique, sachant que l'ensemble des stratégies élaborées par les pays dont nous venons de parler, mais auxquelles on peut rajouter très récemment la Corée du Sud et plus récemment encore le Canada, évoquent la centralité de l'ASEAN. Et donc l'importance de ces 10 pays, de cette organisation régionale qui effectivement est au centre à la fois géographiquement de l'Indo-Pacifique, mais économiquement et politiquement, puisque c'est à partir de l'ASEAN que beaucoup de dialogues et qu'une forme d'architecture globale, à la fois économique, sécuritaire et politique, s'est élaborée en Indo-Pacifique, ou disons-le plus simplement en Asie. Et donc cette centralité de l'ASEAN, encore fallait-il qu'elle soit reconnue par l'organisation elle-même. Et c'est vrai que les stratégies indo-pacifiques ont peut-être un peu surpris un certain nombre de pays de l'ASEAN qui se sont demandé dans quelle mesure, en rejoignant ou en adoptant le concept, l'association ou eux-mêmes n'allaient pas être perçus comme s'alignant sur une vision américaine, puisqu'au fond, l'Indo-Pacifique a plutôt été mis en forme par les États-Unis. Donc, l'Indonésie a su convaincre ses partenaires qu'il fallait que, en fait, cette centralité de l'ASEAN, eux-mêmes s'en saisissent et élaborent une réflexion, ne serait-ce que pour l'intégrer à leur vision et pour asseoir, je dirais, cette capacité, je dirais, à être un point d'équilibre pour la zone qui leur est implicitement reconnue et donc reconnaître au fond eux-mêmes leur centralité et leur importance et l'importance de cette architecture à l'origine de laquelle ils sont. Et je pense que l'Indonésie a été assez astucieuse et il a quand même fallu tout son poids reconnu, tout son poids diplomatique pour convaincre, je pense, un certain nombre de pays hésitants et qui peut-être traditionnellement souhaiteraient être neutres et ne pas avoir l'air de pencher dans une direction ou une autre, notamment dans cette ambiance montante de compétition entre les États-Unis et la Chine, sachant que l'ASEAN, avec les problèmes de frontières maritimes en mer de Chine, est au cœur de l'Indo-Pacifique et des préoccupations stratégiques de la zone. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Dernier pays sur lequel j'aimerais t'interroger, c'est la Corée du Sud, démocratie, mais qui ne fait pas partie du Quad. Alors, c'est une démocratie maritime qui a des moyens effectivement très intéressants, une très belle marine qui s'entraîne d'ailleurs dans l'Indo-Pacifique, enfin je veux dire par là, qui sort de son domaine d'influence Asie du Nord et va bien largement au-delà de la mer Jaune. La Corée du Sud s'est toujours intéressée à l'Asie du Sud-Est et donc a jusqu'à présent répondu ou résisté aux injonctions, on va dire, américaines de rejoindre l'Indo et la vision indo-pacifique de Washington en mettant en avant sa New Southern Policy qui était en fin de compte cette politique de rapprochement avec l'Asie du Sud-Est et l'Inde qui avait été mise en œuvre par la précédente administration, par le président Moon. Et là, effectivement, très récemment, on a vu le nouveau gouvernement sud-coréen et donc le président Yoon présenter une stratégie indo-pacifique qui réaffirme effectivement l'importance de l'ASEAN et ses liens traditionnels et qui est une stratégie assez intéressante de par ses frontières. On n'a pas eu le temps d'évoquer les frontières et les différentes visions cartographiques de l'Indo-Pacifique de tous ces partenaires dont nous avons parlé. Et la Corée du Sud a une vision indo-pacifique qui va de l'Afrique
à l'Amérique latine. Et alors on voit que c'est extrêmement vaste, mais on voit une forme de projection économique dans cette vision, où finalement la Corée du Sud voit très bien l'importance de l'océan Indien et de la stabilité des grandes voies de commerce maritime qui arrivent dans l'océan Indien, traversent Malacca et au fond permettent une jonction, une connexion avec l'Amérique latine. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, cette notion de connectivité, elle est très présente dans cette stratégie où la Corée du Sud se présente comme un État pivot. Et là, ça veut tout dire. Merci Marianne Perrondoise pour cet exposé lumineux sur une zone qui est encore trop mal identifiée, trop mal connue, mais dont l'importance stratégique quand même apparaît de plus en plus grande chaque jour. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.